Eh bien, bonjour et bienvenue au Centre international pour universitaires Woodrow Wilson. Je m'appelle Don Wolfelberger. Je dirige le programme du congrès ici au centre et je remplace Christian Wusterman qui est absent de la ville cette semaine. Comme vous le savez, cela fait partie de la série des centres d'histoire et de politique publique et est coparrainée par le Centre d'histoire nationale, une initiative de l'Association historique américaine représentée ici aujourd'hui comme toujours par notre co-président William Roger Lewis. Nous voudrions également remercier la Société des historiens de relations étrangères américaines pour son aide avec un séminaire hebdomadaire. Nous voudrions également remercier Marion Barber, qui est avec le Centre d'histoire nationale Alison Likakoff du Centre Wilson, pour avoir aidé à organiser l'événement d'aujourd'hui ainsi que tous les autres. Et nous sommes également reconnaissants pour l'aide de Anna Maurice. Alors, merci. Aujourd'hui, comme vous le savez, le sujet est l'assassinat de Lumumba et la responsabilité de la CIA. Et nous sommes ravis d'avoir avec nous le docteur Stephen Wiseman. Il a commencé comme professeur des sciences politiques à l'Université du Texas à Dallas. Il a enseigné à l'Université Fordham, à l'Université Libre du Congo, et il est venu à Washington en 1979 avec le personnel du Comité des Affaires étrangères de la maison où il était avec le sous-comité africain. Et beaucoup d'entre vous savent peut-être que Howard Whoop, qui est décédé récemment, était le président de ce sous-comité et qu'il est donc un ami de Howard et un ami du centre à la suite de tout cela. Mais il a travaillé au Congrès de 1979 à 1991 et il a depuis été impliqué dans une variété de choses en travaillant avec le département de l'Agence pour le développement international où il a travaillé sur leur démocratie et leur gouvernance dans un projet en Afrique. Il a également travaillé sur le financement de campagne, il a donc des intérêts nombreux et variés. Mais je pense que pour le besoin de l'événement d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il est l'auteur de 2 livres très importants, l'un sur la politique étrangère américaine au Congo de 1960 à 1964. Je crois que cela a été publié en 1974, si je ne m'abuse. Et plus récemment, j'ai aimé ce titre parce que je pense qu'il y a beaucoup dedans. Et c'est une culture de déférence sur l'échec du Congrès en matière de leadership en politique étrangère qui a été publié en 1996. Le Dr Wiseman est diplômé de Cornell et a obtenu sa maîtrise et son doctorat à l'Université de Chicago. Avant d'aller plus loin, je souhaite céder la parole à notre co-président Roger Lewis pour tout commentaire qu'il souhaiterait faire. Juste pour dire que je suis très content que nous ayons pu persuader Stephen Wiseman de parler du Congo. C'est un de ces sujets qui reviennent dans un débat historique, bilan historique, les archives continuent de se déployer. C'est une question d'intérêt du point de vue européen, spécifiquement du point de vue belge, ainsi que de l'Afrique et du Congo, et surtout pour les sujets du jour, le bilan de la CIA. And especially for today's topic, the assessment of the CIA. Nous avons un rituel dans lequel chacun se présente et Marion Barber aimerait également expliquer pourquoi nous demandons aux gens de s'assurer que nous avons votre adresse email. Make sure that we have your email addresses. Directeur du Centre national, nous faisons circuler une liste sur laquelle vous devez vous inscrire et vous assurer que nous avons votre adresse email. Si vous n'êtes pas quelqu'un avec qui nous communiquons normalement, ou si vous êtes quelqu'un avec qui nous communiquons normalement, nous avons, je veux dire, environ 60 à 90 noms qui reviennent régulièrement. Nous aimerons donc avoir la bonne adresse email de tout le monde, même si vous êtes quelqu'un qui parvient à avoir de nos nouvelles d'une manière ou d'une autre, veuillez vous inscrire. Merci. Je suis Ross Johnson, chercheur principal au Centre Wilson. Stephen Shaw avec le PBDC. John Prados avec le panneau publicitaire des archives de la sécurité nationale. Quentin Klimber, je suis un camarade ici au Centre Wilson. Je suis Robert Baum, je suis boursier au Centre Wilson et historien africain. Michael Newfound Smithsonian Institution. Je suis Kevin Kwan de Nova Scala. Petromine, je reçois l'essence boursier romain.
Je suis Dan Kennedy, historien à l'Université George Washington. Kent Hughes, je dirige un programme ici au Centre Wilson sur l'économie mondiale américaine, un peu inquiet sur l'obtention des adresses e-mail pendant que nous parlons de la responsabilité de la CIA. Bon après-midi, Robert Donnelly, Centre Woodrow Wilson. Angela Sanchez, je suis du centre. Eric Anderson, historien à l'Université George Washington, boursier ici au Centre Wilson. Christine Kelly, je suis stagiaire au Centre d'Histoire nationale. Dave Holloway, chercheur principal ici au Centre. Robert Branston, un indépendant. Doug DeGroot, examinateur exécutif du service. Bruce Coakley, Université de Pennsylvanie. Hayden Bay, CIA. Anita Jones, historienne. Je suis Marley Kramer, je suis une infirmière à la retraite. Lila Ellis, département de sciences et technologies de la sécurité intérieure. Fireboat pour le groupe Tammany Oxford Short. Je pense que c'est compris. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Le microphone est au bon endroit. Pouvez-vous m'entendre, tout le monde? Un peu plus près. Ok, qu'est-ce que ça donne? Toujours pas assez, hein? Maintenant, je suis capable de vous voir tous. Ok, qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a eu une réunion au Congo en août 2009 qui a été dirigée par la secrétaire d'État Hillary Clinton. Selon le récit du New York Times, un étudiant s'est levé et a demandé à Mme Clinton s'il devait devenir président du Congo demain et s'il tentait d'être indépendant de l'Occident et de suivre ses propres idées, serait-il assassiné? Et le journaliste a bien dit qu'il s'agit d'une référence à peine voilée à l'idée que la CIA a joué un rôle dans l'assassinat du chef élu, le premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba. La question elle-même montre à quel point cette question résonne encore au Congo. Nous avons ici un étudiant qui est probablement né au moins 30 ans après ces événements. Et il y a toujours un sentiment persistant que les États-Unis ont fait quelque chose qui n'était pas approprié, qui était mal dans cet important pays africain. Et cela persiste parmi d'autres universitaires congolais qui ont examiné par exemple le règne de Laurent Kabila qui est à la tête du Congo, président du Congo il y a quelques années, un ancien disciple de Patrice Lumumba, indiqué lorsque l'ONU essayait d'amener les Nations Unies là-bas pour contrôler une partie de la violence que Kabila était amer et sceptique à cause du passé, de ce qui s'était passé alors. Donc, cela a eu une sorte de résonance et bien sûr en Afrique même, l'image des États-Unis, si vous parlez à l'ancien département d'État, les fonctionnaires ont été choqués pendant de nombreuses années et affectés par l'image que les États-Unis avaient été associés à l'assassinat de Lumumba. La mort elle-même et la mort signifiant sa mort physique et le fait qu'à cause de cela, il ne pouvait pas être un facteur dans la politique du Congo et a eu beaucoup de conséquences, a affirmé la voie qui avait été suivie par l'administration d'Eisenhower et commençait à être poursuivie par l'administration Kennedy d'exclure les partisans de Lumumba parce qu'ils étaient jugés trop à gauche, trop militants, trop anti-occidentaux. Mais ça a amené directement à des rébellions très sanglantes au Congo. Personne ne sait combien de personnes ont été tuées dans la rébellion de Lumumba de 1964 à 1967. Mais certaines personnes estiment le chiffre par centaines de milliers, à la fois la violence directe et la répression et une partie de la violence par les rébellions elles-mêmes, mais aussi en termes de famine, des gens qui se cachent dans la forêt et ce genre de choses. Et vous avez eu, bien sûr, après la défaite de ces rébellions, la défaite de ces mouvements qui avaient été assez populaires au Congo, la remontée de la tyrannie de Mobutu. Quand cela est tombé en état failli,
Mais je pense que c'était un pas important vers le Congo que nous avons aujourd'hui. Aussi, l'effet sur les Nations Unies a été important lorsque le Congo est devenu indépendant en 1960. Les gens pensaient que les Nations Unies allaient être une force très importante dans le mouvement de décolonisation et aplanir le problème, et dans d'autres domaines, pas seulement maintenir la paix qui avait été établie, mais dans ce que vous appelez aujourd'hui l'imposition de la paix. Et les Nations Unies n'ont rien fait jusqu'à la fin de la guerre froide. Après, le Congo était un test et d'une certaine manière, il n'a pas réussi ce test, n'a pas créé suffisamment de consensus international, et l'un des facteurs en est ce qui est arrivé à Patrice Lumumba. Maintenant, la plupart des Américains et même de nombreux historiens diplomatiques ne sont pas conscients de ce dont je veux discuter ici, du fait qu'il y a eu un rôle de la CIA dans l'assassinat de Patrice Lumumba. La secrétaire Clinton n'en était pas complètement consciente non plus, ou elle ne semblait pas l'être quand elle a répondu à l'étudiante. Elle a dit que je ne peux pas excuser ses passés et je ne serai pas le Congo, et une grande partie de l'Afrique, a-t-elle dit, a été dominée par des citations historiques de colonialisme et d'abus, en quelque sorte accrochées aux colonialistes belges peut-être. Mais il y a donc, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre dont les gens n'ont pas été pleinement conscients. En janvier 1961, il y a plus de 50 ans, Lumumba était prisonnier des dirigeants congolais financés par la CIA qui l'avait remplacé après un coup d'État. Il a été transféré par eux dans une soi-disant province du Katanga, soutenue par la Belgique, qui possédait la plupart des richesses du Congo. Et il a ensuite été torturé et assassiné par les Katangais et leurs officiers blancs, des officiers belges. Jusqu'à présent, les gens ne sont pas beaucoup concentrés sur le rôle de la CIA, en partie parce que le comité de l'Église, un comité du Sénat des États-Unis, a enquêté sur cela et a déterminé, et c'est la citation, que Lumumba a été tué par de rivaux congolais. Il ne ressort pas de preuve que les États-Unis étaient en aucune façon impliqués dans le meurtre. Mais c'est une erreur. Le chef de la station de la CIA, Larry Darling, a participé avec le responsable belge et congolais sur la liste de paye de la CIA dans la décision de transférer Lumumba à l'État sécessionniste du Katanga. Là-bas était en fait à l'époque question de le transformer en le transférant à un de l'autre des deux États sécessionnistes, soutenus par la Belgique. Dans les deux États, les chefs avaient juré de tuer Lumumba. Les compagnons du Katanga, le ministre de l'Intérieur, avait dit que si Lumumba venait ici, nous ferons de lui ce que le Belge ne voulait pas faire, nous le tuerons. If Lumumba comes here, we'll do with him what the Belgians didn't want to do. We'll kill him. Il a donc participé à la décision. Non seulement il a participé à la décision, et c'est là que se pose la question de la responsabilité de Larry Darling à cacher sa connaissance d'un plan de transfert de Lumumba vers l'un de ces deux États sécessionnistes depuis le siège de la CIA, depuis l'État-département jusqu'à ce que Lumumba soit déjà mort. Le télégramme indiquant qu'il avait été averti 3 jours à l'avance d'un transfert est arrivé quelques heures après que Lumumba était déjà mort. Si ces problèmes persistent aujourd'hui, ce que nous avons au Congo est une forme d'accès très inhabituelle. Le comité de l'Église a enquêté sur plusieurs tentatives d'assassinat et à la suite de cela, il a pu avoir accès à un moment de vulnérabilité de la CIA parce qu'à l'époque du Watergate, lorsque toutes les opérations domestiques étaient exposées à de nombreux câbles et autres choses de ce genre. Mais au-delà de cela, il y avait beaucoup de choses qu'ils n'ont pas publiées. Ils ont eu des entretiens privés avec des gens comme Larry Darling. Ils ont eu diverses audiences.
Ce n'étaient pas des audiences tout à fait publiques, mais il y a eu des audiences avec des gens où ils ont témoigné. Il y avait des câbles qui n'ont pas été publiés dans leur rapport final et qui sont progressivement déclassifiés en vertu de la loi sur l'assassinat de John Kennedy, parce que c'était un assassinat qui a quelque chose à voir avec l'ère de John Kennedy, et donc il y a eu une certaine déclassification de ces fichiers. J'ai également eu accès à l'une de 5 études réalisées par le comité de l'Église qui sont restées classifiées aujourd'hui. Il s'agissait d'études sur l'action paramilitaire de la CIA, notamment au Laos, au Vietnam, en Angola, en Indonésie et au Congo. Et dans ces documents, il y a aussi de nombreux détails sur les actions de la CIA au Congo. Et enfin, bien sûr, il y a aussi une enquête parlementaire belge que les Belges se sont excusés pour leur rôle dans l'assassinat de Lumumba. Et ils avaient fait des enquêtes très approfondies. Et enfin, il y a eu des mémoires, notamment à la station CIA. Le chef Larry Devlin a écrit un mémoire. Et les responsables belges qui ont été impliqués ont également écrit à ces sujets ou ont été interviewés à ces sujets. On aurait pu espérer que nous aurions également eu un volume de cette série sur les relations étrangères des États-Unis qui en aurait parlé davantage, puisqu'il y a un mandat depuis 1991 pour cette série déclassifiée, certains documents de la CIA afin que nous puissions rassembler ce qui s'était passé au Congo, le volume qu'ils ont produit et qui couvre la majeure partie de cette période où ils étaient quand Lumumba était ciblé. Ces volumes n'avaient presque rien sur les opérations de la CIA. Et donc, maintenant, avec le mandat depuis 1991, il travaillait sur un volume qui inclurait cela, mais ces volumes étaient essentiellement complets et examinés par les comités consultatifs historiques auxquels Roger Lewis a siégé en 2001. Et ce n'était pas encore apparu 12 ans plus tard, près de 11 ans plus tard, pourrait apparaître l'année prochaine. Cet examen de la véritable CIA dans le cadre de la politique étrangère américaine depuis 1960 à 1968. La raison principale, et pas la seule raison, mais la raison principale a été la lutte entre les historiens du département d'État historien de la CIA, de ce qui a été publié. Que pouvez-vous dire que la CIA résiste à toute identification de ce qui a été payé? Disons que nous donnerons des chiffres globaux pour le coût des opérations, mais pas le montant pour divers aspects des opérations. Ne voulant même pas identifier Devlin, qui en a fait publier un mémoire qui parle de tout cela. Donc, l'autre chose que je veux mentionner est quand vous regardez l'assassinat de Lumumba et le rôle de la CIA, vous comprenez certains de nos problèmes dans le monde contemporain avec l'agence, et je parle d'un problème de responsabilité plutôt étroit. Ce que l'agence fait, c'est que le gouvernement américain a dit qu'elle devrait faire. L'action secrète aujourd'hui se concentre sur les individus. Peut-être qu'ils sont des membres de groupes d'une action secrète. Les opérations de la CIA pour influencer les gouvernements se sont concentrées sur le soutien d'une insurrection sportive, un parti politique soutenant une opération de propagande dans le but d'affecter l'État. Mais maintenant que vous lisez sur le contre-terrorisme, par exemple, une grande partie de l'effort de la CIA, peut-être que la partie dominante de l'effort de la CIA n'est vraiment pas axée sur le changement d'un gouvernement. C'est vraiment plus comme l'affaire de Lumumba, dont on parle peut avoir des ramifications politiques, un individu ciblant un individu. La deuxième de toutes ces opérations aujourd'hui implique exactement ce que nous avions dans l'affaire Lumumba, des relations étroites de la CIA avec des agents de sécurité étrangers.
Ce qui est arrivé à Lumumba sort de ces contextes de relations. C'est pourquoi il est si difficile de déterminer combien la CIA est impliquée, combien le Congolais, combien la CIA, combien le service de renseignement pakistanais, ISIS, etc. Et puis enfin, comme je vais le montrer dans l'affaire Lumumba, ces efforts d'action contre des individus ont une tension en eux. La politique lui-même a une tension. Combien va-t-on peser sur le côté des droits de l'homme? Combien allons-nous peser du côté de l'antiterrorisme? Par exemple, lorsque nous cherchons à remettre en question certains éléments présumés ou soupçonnés de terroristes, comment devrions-nous bien le traiter? Nous sommes censés faire le deux. Vous savez les obtenir, mais les traiter humainement. Mais il y a une tension là-bas, comme je vais le montrer. Il y avait un premier ministre et Kasavubu, le président de l'armée, s'est mutiné parce que je n'avais pas de promotion. Les gens étaient encore des sergents, il n'y avait pas d'officiers. Le général belge qui les commandait a écrit au tableau après l'indépendance pour leur dire que rien ne va changer. Et Lumumba, en tant que chef du gouvernement, s'est affronté avec les Nations Unies sur des problèmes comme les Belges étaient entrés, ils avaient occupé leur pays, ils voulaient les faire sortir, ils avaient promu une sécession au Katanga et les feraient plus tard dans une autre province du sud du Kasaï. Et Ashmole Shaw, le secrétaire général, a abandonné Lumumba. Il avait raison en partie. Vous savez, était trop impatient pour travailler avec eux. Mais aux États-Unis, l'image qui s'est formée était dans l'administration. Il y a un gars qui a reçu de l'argent pendant sa campagne, peut-être le communiste belge. Comme pour des campagnes, il n'y avait pas grand-chose à soutenir, des mouvements nationalistes au Congo, en Belgique. Sauf le Parti communiste belge national, il avait des conseillers anti-occidentaux, il parlait de manière nationaliste, il était très anti-belge. Et de notre point de vue, du point de vue américain, cet homme était une menace parce qu'il pouvait se réunir avec l'ONU et il était impatient de la façon dont il tolérait la sécession au Katanga et les rôles de Belges dans celle-ci. Eh bien alors, les Nations Unies pourraient être expulsées et les Soviétiques pourraient l'aider. Les Africains radicaux qui étaient gentils un peu plus pro-soviétiques comme en Guinée pourraient l'aider. Donc, en fin de compte, les États-Unis se sont opposés aux érudits de Lumumba. Les anciens responsables disent tout ceci, vous savez que c'était très exagéré, vous savez que Lumumba n'allait vraiment pas conduire le Congo au communisme, les soviétiques n'avaient aucune capacité logistique et Alan Dulles l'avait admis plus tard dans une émission de CBS pour vraiment faire grand-chose au Congo. Ils ont envoyé quelques avions de transport et 100 camions et quelques centaines de personnes, alors qu'il y avait comme 20 000 Belges, il y avait tellement plus de force, tellement plus de présence, et des cadres de l'autre côté, c'était vraiment une exagération, mais la réponse américaine était une action secrète. Nous avons aidé, ils ont planifié toute une action secrète, ils ont lancé un projet appelé assistant de projet, qui était un projet d'action politique dans lequel ils recrutaient des gens avec le Belge. Alors, ils ont eu un coup d'État, un autre coup d'État qui a été soutenu par les États-Unis, par le président Mobutu, est devenu plus tard président Mobutu. Il était un sergent à Mobutu après la mutinerie. Il a été promu colonel Mobutu et chef d'état-major de l'armée. Puis il est devenu colonel Mobutu. Et effectivement, le principal chef du gouvernement du Congo, avec un groupe de commissionnaires. Et donc maintenant, l'assassinat est parti de là.
Eisenhower, lors d'une réunion en août 1960, a dit quelque chose lors de la réunion que la personne qui a écrit les notes a témoigné plus tard comme étant l'assassin de Lumumba. Later testified, sounded to him like assassinate Lumumba. Alan Dulles, qui était à la réunion, les directeurs de la CIA l'a pris comme tel, il a commencé à travailler dessus. Douglas Dillon, qui était à la réunion, donc il ne s'en souvenait pas exactement, mais cela aurait pu être l'une des choses qui pourrait être incluse dans la forte expression d'inquiétude exprimée par Eisenhower. Et 3 étapes ont été franchies pour tuer Lumumba. Souvenez-vous de Lumumba maintenant à ce stade, il a été déplacé, mais il a une protection de l'ONU, mais il va dans la ville pour éveiller politiquement les gens. Mobutu n'a pas vraiment beaucoup de partisans politiques, donc il y a 3 choses, 3 étapes, 3 approches. La première approche était d'encourager les Congolais pour tuer Lumumba d'abord, et c'était des Congolais qui étaient souvent payés, et ensuite pour vous en donner l'exemple le plus explicite. And these were Congolese who were often in US pay. And then, to give you the most explicit example, le 20 septembre, le chef de la station de la CIA, Devlin, a envoyé un message où il a bien dit qu'il avait averti Mobutu des complots 6 jours après le coup d'État, et il exhortait Mobutu à arrêter ou fournir une élimination plus permanente de Lumumba et de 2 de ses ministres. J'ai demandé à John Stein, qui était plus tard un collègue de Devlin au Congo, que veut-il dire par élimination plus permanente. Stein, qui était aussi finalement le chef, je pense, de service secret, et il a dit qu'il voulait dire les tuer. Dès le lendemain, dès que Devlin ait envoyé ce message disant qu'il a demandé une élimination plus permanente, Dulles a dit au Conseil de sécurité nationale que Lumumba n'est pas encore éliminé et est resté un grand danger tant qu'il n'a pas été éliminé. Il n'a pas utilisé le mot permanent, mais quand y a-t-il une indication en fait de 3 personnes que Devlin a exhorté à arrêter, 2 collègues de Lumumba, dont l'un est décédé plus tard avec Lumumba, ont été arrêtés et ils étaient sur le point d'être envoyés au Katanga, que la Belgique a soutenu la sécession lorsqu'on est venu pour le libérer. Et donc la deuxième série de mesures qui ont été prises étaient comme des actions d'assassinat unilatéral où on ne peut pas compter sur Mobutu, il hésite un peu à faire quoi que ce soit pour arrêter Lumumba. Que pouvons-nous faire? Et fondamentalement, il y avait 9 propositions discutées. 8 d'entre elles ont été faites par Devlin, l'une d'elles par son supérieur Bronson Tweedy, et la plus prometteuse était d'obtenir un conseiller européen auprès de l'un des collègues de Lumumba, qui vivait dans la résidence du Premier ministre, puis avec une protection de l'ONU pour obtenir l'accès à la résidence, mettre un poison biologique dans sa nourriture ou dans son dentifrice. C'était l'idée la plus prometteuse, mais il y avait un problème, c'est que l'épouse du gars était un étranger résident aux États-Unis et pouvait être retracé. C'était une condition que pour être retracé, à moins que vous n'ayez cette plus grande opportunité au monde. Mais le problème à l'origine de cette idée a sombré sur le fait qu'à la fin, le gars ne pouvait pas avoir accès à ses conseillers européens, il ne pouvait pas avoir accès à Lumumba, et il y avait d'autres idées que les factions ethniques ou que les factions de l'armée l'attaqueraient et les tueraient, etc. Ils ont tous renvoyé ces gars-là, ils n'étaient pas fiables, alors ils ont dit d'accord, nous enverrons quelqu'un d'autre du quartier général pour s'occuper de ça. Et ils ont envoyé un gars là-bas et il a dit eh bien, je ne veux pas le tuer, je ne pense pas que ce soit juste, je vais l'enlever et nous l'aurons, nous aurons un stratagème d'enlèvement et ensuite
ensuite, peut-être que nous lui donnerons probablement la peine capitale ou quelque chose comme ça. Mobutu, ils ont obtenu que certains de ces troupes se déguisent en garde de l'ONU et l'idée était de pénétrer son domicile en posant ces gardes de l'ONU et d'autres et de le faire sortir d'une manière ou d'une autre sans que rien ne se passe mal. Mais Lumumba s'est échappé, il a quitté la résidence et a essayé de se rendre au port de Stanleyville. Et il a finalement été arrêté et capturé et brutalisé par le régime de Mobutu alors qu'il était en route. Et tout à coup, l'action secrète est revenue sur l'assassinat. Il y avait un gars, un ressortissant d'un tiers pays, comme il l'appelle un passeur européen, qui était le gars qui était censé percer le garde et entrer dans la capture de Lumumba, l'amener loin des Nations Unies. Et il a dit, j'irai à Stanleyville, je m'occuperai de ça. Je n'ai pas besoin d'aucune de ces troupes avec moi, je le ferai. Et bien sûr que, quoi que pourrait-il faire, il ne pourrait pas enlever Lumumba et à Stanleyville, il n'y avait pratiquement pas de troupes gouvernementales là-bas. Personne avec qui travailler. Il a dit que je voulais le faire et je voulais le faire par une action directe qui est souvent utilisée comme nom de code pour l'assassinat. Et finalement, Lumumba a été capturé. Nous l'avions dans nos mains. Il l'avait dans ses mains. Le gars qui supervisait l'enlèvement a dit plus tard au comité de l'église, dans un passage qui a été éliminé de la version finale du rapport, que Mobutu était l'homme sur lequel nous avions mis nos jetons. Il était notre instrument proche. Alors, bien si cela ne signifie pas Mobutu, comme Bruce Kuklek sur cela me rappelle toujours que c'était un instrument parfait de la CIA, mais néanmoins, il était considéré comme un instrument suffisant pour qu'il ait maintenant Lumumba sous nos contrôles. Et voici la troisième approche. Devlin a donné le feu vert pour les Congolais et le Belge pour transférer Lumumba au Katanga où il a été assassiné. Pourquoi dis-je cela? Bien, voyons d'abord ce qui s'est passé. Il y avait des inquiétudes par beaucoup de gens avec Lumumba étant un prisonnier, qu'il était si dynamique, qu'il le ferait persuader ses ravisseurs qui pourraient avoir d'autres griefs contre le gouvernement, comme le salaire et tout pour les libérer, ou peut-être parce que le gouvernement avait en quelque sorte beaucoup de problèmes avec le partisan de Lumumba et a installé une base en Stanleyville et s'organisant et cela ayant l'air politiquement faible, cela peut être que d'une manière ou d'une autre, les Nations Unies ou même Mobutu négocierait peut-être un peu avec Lumumba. Lumumba pourrait revenir. Les Belges étaient très contrariés par toutes ces possibilités qui pouvaient arriver. Ils ont commencé à discuter avec les Congolais. Où pouvons-nous mettre Lumumba? Et l'une des idées était de le mettre dans l'une de ces provinces sécessionnistes. Alors finalement, il y a eu une mutinerie et tout le gouvernement se précipite vers la base à 80 km de la capitale et ils leur ont promis plus d'argent et ils rentrent en quelque sorte sans rien faire. Et puis le lendemain, le Congolais décide que nous allons transférer Lumumba. Et un chef du gouvernement vient à Devlin et lui dit qu'on va transférer Lumumba. C'est rendu dans l'une de ces deux provinces sécessionnistes où le chef avait dit que s'il était retenu, il serait jugé et exécuté. À la deuxième minute, 3 jours plus tard, Lumumba à la place a été envoyé dans l'autre province sécessionniste du Katanga qui avait toujours été la préférence de Belges, Congolais. Le chef du Katanga, le type nommé Shambai, a accepté et Lumumba y a été envoyé. Maintenant, vous pouvez regarder cela en arrière et vous pouvez dire bien, alors, quoi donc, la CIA a bien entendu quelque chose. Vous savez que quelqu'un est venu vers eux et a dit, regardez, c'est ce que nous allons faire, qu'il n'y a aucune documentation, qu'il y avait autre chose
Et juste parce que nous ne voyons pas ce que la réaction de Devlin était à ce qu'il a dit, ce qu'il a supposé, donc c'est qu'il n'aurait probablement pas pu les influencer de toute façon. Je veux dire que vous pourriez adopter ce point de vue. Et c'est un point de vue que certaines personnes ont adopté, mais je pense que les détails du contexte, quelle était la relation entre Devlin et les personnes qui ont décidé de transférer Lumumba, ont été ignorés par le comité de l'Église. Je ne pense pas qu'il y ait de réels doutes raisonnables que Devlin était fortement impliqué de donner le feu vert pour cela. Les aspects les plus importants de cela étaient sous l'assistance du projet. Vous aviez tous ces gens qui étaient les principaux dirigeants congolais. Je n'entrerai pas dans le détail sur qui ils étaient, qui étaient soutenus par la CIA à travers les 2 coups d'État, sont financés régulièrement par les projets. En plus, un autre quart de million de dollars leur a été donné en octobre pour les payer et pour soutenir personnellement Mobutu pour payer le top dirigeant congolais. Une planification militaire d'urgence était en cours afin de le soutenir s'il y avait un affrontement avec Lumumba. Comme le document que j'avais mentionné, celui qui n'a pas encore été classifié, dit qu'il y avait une relation de travail intime quotidienne entre la station de la CIA et ses soi-disant modérés congolais modernes, écrit Devlin lui-même dans ses mémoires, et c'est crédible parce que c'est ce que les gens qui ont examiné les documents disent aussi, que je travaillais en étroite collaboration avec Mobutu et beaucoup de nouveaux ministres leur fournissant des conseils et des orientations. Eh bien, cela explique pourquoi il a été consulté. Cela explique pourquoi non seulement cela aide à expliquer pourquoi sa consultation signifiait qu'il avait un rôle important. Jetons un coup d'œil à toutes les autres fois où il a été consulté. Selon le message de mémoire de Devlin, chaque fois que les dirigeants congolais veulent faire quelque chose à propos de Lumumba, ils ont consulté la CIA, et si la CIA n'aimait pas ça, ils ne l'ont pas fait. Les discours sur la réconciliation entre Lumumba et Kasavubu a décollé juste après que Mobutu eut son coup d'État, était une possibilité. Mobutu avait dit qu'il voulait seulement le neutraliser au début, même s'il avait fait un certain nombre d'autres choses. Nous l'avons déconseillé, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas eu de réconciliation entre Lumumba et Kasavubu. Il a déclaré arrêter Lumumba. Devlin a déclaré arrêter Lumumba 3 jours plus tard. Lumumba a été arrêté avec 2 de ses ministres. Comme nous en avons discuté plus tôt, à un moment, les Congolais ont dit, tu sais, qu'on va attaquer les Nations Unies s'ils ne nous donnent pas Lumumba. Si on veut arrêter Lumumba, s'ils continuent à les protéger, on va les attaquer et attraper Lumumba avec nos forces. Et ils étaient sur le point de le faire. Et l'ambassadeur et les chefs de la CIA ont dit de ne pas le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Et l'ambassadeur a écrit que c'était un facteur majeur, expliquant pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et ils ont discuté. Devlin a discuté sur qui nommer comme commissaire. Le commissaire était comme des ministres. Nous avons finalement eu une influence sur la sélection des commissaires, et ces gens se rapprochent de plus en plus du meurtre après que Lumumba a été brutalisé en vue de caméras de télévision dans le monde entier par les troupes de Mobutu devant Mobutu. Il y avait une énorme agitation aux Nations Unies. Les nations africaines, même certains de ceux qui n'aimaient pas Lumumba, les plus modérés, étaient très contrariés. Les Nations Unies, à cause de cela, ont été poussés en disant que vous devez garantir le droit de l'homme de Lumumba pour que Kasavubu dise qu'il ferait entre la Croix-Rouge internationale examiner Lumumba, et c'était un grand pas en termes de les Africains, les Asiatiques à l'ONU avaient été tellement bouleversés par certaines des choses qui s'étaient produites, et s'assurer que certains des Africains, les forces qui avaient menacé de quitter les Congo ne partent pas.
Donc, ce qui s'est réellement passé, le conseiller belge du colonel Mobutu, Marlier, a écrit ou communiqué à quelqu'un qui rédigeait sa thèse de doctorat en Belgique. Cet entretien, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un consensus et qu'aucun conseiller, qu'il soit belge ou américain, n'a pensé à en discuter. L'attitude de Devlin, dans une interview que j'ai faite avec lui, il a dit que je ne l'avais pas fait. Je supposais que les habitants s'en occuperaient. Alors, il a reconnu les comités de l'Église que lors d'une discussion avec Mobutu à cette époque, il avait une impression que Mobutu pourrait faire exécuter le Lumumba. Il n'a dit aucune objection. Donc, compte tenu de tous les contextes passés, l'influence des États-Unis a eu sa relation avec ces personnes. Le fait qu'ils écoutent les États-Unis, le plus souvent, presque tout le temps, avec Lumumba. Il me semble qu'on ne peut rien déduire de plus que le fait qu'il n'a rien dit ou n'a rien fait après avoir été informé de ce plan, où il savait que Lumumba risquait d'être tué. Ça fait de lui un participant à la décision. Maintenant, ce qui est intéressant, Devlin n'admettrait jamais ni dans son livre, ni ailleurs dans son témoignage pour le comité de l'Église ou n'importe où qu'il savait avant le transfert même s'il y avait un message dessus qu'il a envoyé. Il ne s'en souvenait pas, malgré qu'il avait une excellente mémoire pour beaucoup de choses et son livre est très intéressant. Je pense qu'il ne s'en souvenait pas ou qu'il ne pouvait pas s'en souvenir parce que cela ouvrirait toutes ces questions. Maintenant, il a dissimulé au siège de la CIA et à d'autres départements sa connaissance. Mais ses collègues de la CIA, que j'ai parlé avec d'anciens collègues à lui, qui n'étaient pas au Congo à ce moment-là, mais a dit plus tard qu'il était très inhabituel pour vous d'avoir ces genres d'avertissements et de les tenir pendant 3 jours. Normalement, vous dites à l'ambassadeur qu'il informe le département d'État ou vous envoyez un rapport d'information pour les renseignements qui est partagé avec d'autres agences. Et il a finalement envoyé ces rapports, mais seulement après la mort de Lumumba. Pourquoi a-t-il fait ça? La conséquence qu'on peut dire de retenir le rapport était d'empêcher la possibilité que les États-Unis interviennent parce que c'était politiquement inopportun, vu le problème qu'on a avec les Afro-Asiatiques de l'Union nationale, pour que Lumumba soit assassiné brutalement dans une province soutenue par la Belgique. J'en ai parlé à Frank Carlucci, qui était à l'ambassade au moment où il est devenu plus tard directeur adjoint de la CIA et secrétaire adjoint de la Défense, où il était secrétaire à la Défense. Et il a dit que si l'État avait été informé à son avis, il est raisonnable de penser qu'il aurait envoyé un mot de prudence aux forces de Mobutu, bien que je ne puisse pas le dire avec certitude, et c'est ma position. Non, je ne peux pas le dire avec certitude, mais le problème de responsabilité est là, et ils n'ont pas eu l'occasion et dans l'intérêt du temps. Laissez-moi juste rapidement vous donner un peu de la preuve de la raison pour laquelle le département d'État aurait pu intervenir. Fondamentalement, les problèmes à l'Union nationale étaient tels qu'ils préoccupaient tout le monde à la préoccupation de l'administration. L'administration n'avait pas seulement dû assurer un traitement humain de Lumumba, avait dû convaincre le Congolais d'assurer un traitement humain de Lumumba, mais l'administration devait aussi mettre dans leur résolution no action should be taken in the Congo against recognized law and order against anyone. Il soutenait que personne devrait être pris au Congo contre la loi et l'ordre reconnu contre
toute personne en état d'arrestation. C'était dans les résolutions et même avec cela, dans les résolutions de l'ONU en décembre, les résolutions ont échoué et non seulement ils ont échoué au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, c'est là que la politique américaine était à l'Union nationale, mais pas une seule nation africaine n'a voté pour eux. Même les pays très conservateurs d'Afrique de l'Ouest français. Donc ils étaient dans une vraie impasse. C'était une telle impasse et encore une fois, je vais juste raccourcir cela. Il y a eu une telle impasse que le 12 janvier, quand Eisenhower a été informé de problèmes qu'ils avaient avec les Nations Unies et pas seulement avec la circonscription de Nations Unies, les gens sont membres, mais avec une épaule de marteau qui avait en quelque sorte changé sa position pour être un peu moins anti-Lumumba. Alors, la question est de savoir si le département d'État ou le gouvernement américain voudrait provoquer le genre de tollé diplomatique en réponse à la mort de Lumumba qui a finalement suivi et a été un facteur même dans la politique de la nouvelle administration, les contraignant en février 1961. Le lendemain, ils ont appelé l'ambassadeur belge, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, et il a dit, bon sang, vous savez, il dit que c'est le rapport belge de celui-ci. Il a bien dit, il se plaignait d'une grosse gaffe au sujet du transfert de Lumumba. Comment cette action contrevient gravement à l'action diplomatique prise par les États-Unis, favorable aux intérêts belges, et il leur a demandé d'utiliser leur influence pour un traitement humain. Une poussée similaire a été faite au Katangé. Devlin écrit « Je soupçonne qu'ils pensaient qu'ils m'avaient dit leur véritable plan pour Lumumba. Ce sont ces dirigeants congolais. Les États-Unis exigeraient qu'ils reçoivent un traitement humain ou même qu'ils soient libérés. » Eh bien, s'ils avaient partagé ce point de vue, il l'a probablement fait de plus. Il était leur principal conseiller. De toute façon, ils lui ont fait part de leur véritable plan pour transférer Lumumba, là où il serait probablement tué. Et comme je le dis, il a retenu cette élimination de la tension de la politique américaine. Nous avons ces engagements diplomatiques en matière de droits de l'homme. Maintenant, depuis lors, avançons rapidement à 40 ans. Et nous allons reconnaître que depuis, nous avons un certain nombre de choses, de mesures qui ont été prises pour aider à améliorer la responsabilité de la CIA. Par exemple, le président ne peut pas nier maintenant, vous savez qu'il a peut-être autorité sur quelque chose. Il doit avoir une découverte d'une action secrète. Cependant, il y a un rapport merveilleux, très précieux, réalisé par l'inspecteur général de la CIA qui nous donne une pause qui était complète et qui a été achevée en 2008, il y a à peine 4 ans. Il traitait un programme secret, un programme d'action dirigé contre des individus au Pérou, appelé le programme de refus du point aérien du Pérou. Et ce n'était en fait pas une action secrète techniquement parce qu'une partie de celle-ci devait avoir été rendue publique, mais là en fait était menée comme il s'agissait d'une action secrète par la bureautique d'action secrète. Et il s'est mis indépendant par la façon dont l'inspecteur général de la CIA a découvert qu'ils avaient abattu 15 avions dans ce programme de refus de pont aérien de stupéfiants entre 1995 et 2001. Et la raison pour laquelle il y avait même cette enquête était que le dernier avion qui a été abattu transportait une famille de missionnaires et la femme était une jeune femme missionnaire qui a été tuée, tout comme son bébé et son mari. C'est devenu cela qui a exposé le programme. Alors ils ont enquêté sur, et c'est ce que nous trouvons, ce qui est exactement les éléments que nous voyons dans l'affaire Lumumba. Il y avait eu des procédures autorisées par le président pour lutter contre ces trafiquants des stupéfiants.
mais à condition que certaines procédures de protection des innocents, des vies innocentes ont été observées, celles-ci incluses. Et je ne décrirai pas l'ensemble du programme, mais impliquait essentiellement des avions de suivi américains, puis des intercepteurs péruviens. Et l'idée était de regarder si nous voyons un avion, si nous ne savons pas s'il devrait être là, nous devrions vérifier les numéros de queue, nous devrions voir s'il y a eu un plan de vol, voir s'il y a de soupçons, avertissements radio, signaux visuels, essayer de savoir si les intercepteurs disent qu'ils devraient descendre, aucune action à moins qu'il y ait à travers la chaîne de commandement péruvien et leur donner le temps de répondre. Eh bien, l'enquête a révélé que rien de tout cela n'a été systématiquement observé. Toutes les procédures ont été violées la plupart du temps. Et encore, les gens de la CIA qui étaient vraiment américains latinos, et ils avaient même de bandes vidéo de ces choses. C'est ce que l'inspecteur général a utilisé et les rapports ont été dits. Ce qui s'est passé, c'est que les procédures mandatées par le président étaient difficiles à exécuter pour l'armée de l'air péruvienne. Elle était préoccupée par la sécurité des pilotes en évitant la fuite des avions ciblés, de sorte que les procédures ont été abandonnées dès le début. Les consentements des opérations de la CIA, ils l'ont dissimulé. Donc là encore, il y a une tension que vous ne résolvez pas, il y a de la tension. Eh bien, peut-être que nous pouvons faire quelque chose pour résoudre ce problème, peut-être que nous renvoyons le problème aux décideurs politiques ou nous changeons la procédure. Nous n'avons rien de tout cela et quand il a été enquêté sur la ville, il a tout fait pour minimiser la responsabilité de blâmer la langue des étrangers, la difficulté et ainsi de suite. Enfin, nous arrivons à la chose fascinante, à la fin de la chose péruvienne, et que George Tenet, le chef de la CIA, quelle est sa réaction à cela? Il dit que, vous savez, nous devrions faire un examen immédiat de la gestion de l'agence et de la surveillance des actions secrètes. Aucune indication qu'ils sont le problème là-bas, aucune indication n'a jamais été faite. Et l'inspecteur général, lorsqu'il rédige son rapport, il recommande en 2008 de revoir le commandement et le contrôle pour toutes les actions de la CIA ou d'autres impliquants des autorités. Mais d'une telle action, nous arrivons enfin à lutter contre le terrorisme. C'est le thème principal du programme d'action secrète de la CIA aujourd'hui. Michael Hayden, son prédécesseur, avait l'habitude de dire que GCTC, PROR, signifiant contre le terrorisme, non-prolifération et reste du monde. 10% de la main-d'œuvre, selon Washington Post, étant le centre antiterroriste de la CIA, selon l'avocat de la CIA, John Riston, est supérieur au nombre d'opérations, au moins dans toute la guerre froide, et c'est depuis le 11 septembre. Nous n'avons évidemment pas assez d'informations, les mémoires de documentation, etc. Les études générales de l'inspecteur fournissent de nombreux détails importants, mais nous pouvons toujours raisonnablement en déduire que le problème existe dans les deux exemples que je veux donner pour conclure. Dans sa structure à ce qui est arrivé à Lumumba, qui pourrait être considéré comme la première restitution, la restitution consiste généralement à transférer quelqu'un généralement à un autre pays où il peut être interrogé, emprisonné ou tué. Eh bien, nous avons eu un programme de restitution qui transfère des sujets terroristes vers d'autres pays pour des interrogatoires ou des lieux comme l'Égypte, le Maroc, la Syrie, la Jordanie, la Libye, l'Afghanistan. Et nous avons de nombreux rapports de presse crédibles sur des erreurs dont certains sont soutenus par des gouvernements étrangers dont les sujets ont été impliqués dans ces restitutions. Et Abdel Beraza, l'un des principaux chefs militaires de Tripoli,
en Libye a lui-même été victime d'une restitution par la CIA et les Britanniques. Et il y a des documents qu'ils ont capturés en Libye qui ont été publiés, qui parlent de cela. Et il a été torturé en Libye avant d'être libéré finalement sur une amnistie. Le président Bush a reconnu que nous avions un programme radical, mais il a dit qu'ils avaient des assurances contre torture et des diverses gouvernements impliqués. Maintenant qu'il y en avait dans les programmes de restitution précédents avant le 11 septembre. Mais cela n'est pas étayé par le récit que nous avons vu dans la presse, ni par le fait que l'administration Obama, quand ils sont arrivés, ils étaient convaincus, quelle que soit leur source, qu'ils devraient faire plus et que la CIA n'était pas elle-même seule à résoudre la tension entre les droits de l'homme, disons, les répercussions diplomatiques et à prendre les terroristes présumés dans la rue. Je n'ai même pas parlé des erreurs qui ont été commises dans certains de ces programmes. Donc, le groupe de travail Obama est venu et ils ont recommandé que vous savez que ces personnes ne seront pas torturées et nous avons besoin d'un mécanisme peut-être pour un accès privé aux prisonniers. Mais ce n'est pas toujours clair. Vous connaissez l'implication du département d'État. Est-ce qu'il prenait la décision ou est-ce que la CIA prend la décision? Le mécanisme d'accès privé, eh bien, le Canadien avait un gars qui a été capturé et en fait le conseil est entré pour le voir, mais il avait trop peur pour vraiment parler de ce qui se passait. Pour lui, encore une fois, c'est quelque chose où il y a un problème de reddition de comptes. C'est reconnu par le gouvernement et c'est examiné de façon ad hoc. Enfin encore que la restitution, le programme plus large que nous avons aux États-Unis travaille avec des centaines de membres de services de sécurité dans de pays étrangers pour cibler les arrestations, interrogent et débriefent les suspects. Parfois, ils assistent à l'interrogatoire, comme en Somalie et au Pakistan, aux États-Unis. Les responsables ont déclaré que les conseils produisant diverses opérations étaient beaucoup plus nombreux que les frappes unilatérales de drones publics. Par exemple, les opérations conjointes rapportées par le Washington Post, je crois, avec le service secret pakistanais, il y en avait 100 en seulement 18 mois. Aucune discussion détaillée que nous avons de l'une des normes d'utiliser, mais il est difficile de voir la différence entre la restitution où vous arrêtez et vous transférez peut-être à la torture. Donc, conclusion. Obama a dit qu'il ne voulait pas regarder en arrière, il ne voulait pas se concentrer sur les abus de l'administration passée. Parfois, il l'a fait bien cas des hoc, comme dans la restitution Clinton. Aussi été impatient dans le passé dans ses réunions municipales. Elle a dit que la question qu'elle a dite était à cet étudiant: vais-je décider de faire quelque chose pour avoir un meilleur avenir? Et la question est, si vous ne comprenez pas le passé, vous ne comprenez pas le problème que le passé peut éclairer sur la résistance de bureaucratie, à changer à leur sujet en mettant leurs priorités en premier sur la nécessité peut-être de réorienter la bureaucratie pour établir des mécanismes de contrôle plus indépendants et efficaces, alors vous hypothéquez votre avenir. Merci pour votre patience. Dans le cadre du contexte historique, je voudrais dire un mot sur le volume manquant de la CIA dans la série des relations étrangères. Je faisais partie du comité consultatif au moment où cela a été déclassifié. J'étais en effet le président du comité et je me suis fixé pour objectif de m'assurer que ce volume soit publié avec le volume manquant sur l'Iran. Eh bien, nous voici environ 10 ans plus tard et les volumes n'ont pas encore été publiés. Mais cela dit, je ne crois pas que le volume manquant va
ajouter beaucoup à la connaissance du public que nous savons déjà sur les circonstances au Congo. Des preuves comme celle-ci sont à la fois publiques et officielles et nécessitent un parcours très patient et ténace, des enquêtes comme celle que nous avons eue cet après-midi avant de pouvoir tout mettre ensemble. Et je pense que c'est un travail admirable de reconstruction et de nous signaler de problèmes à l'avenir comme ceux des restitutions. This is an admirable job of reconstruction and of pointing us to problems in the future, such as those of rendition. Ouais, si je pouvais juste exercer la prérogative avec le président et poser une sorte de question de contexte et juste un aparté. Beaucoup de cela semble parallèle à ce qui est arrivé à Diego Desman au Vietnam quelques années seulement après cela. Mais je me demande dans quelle mesure l'attitude des États-Unis avait eu à voir avec leur perception, à moins que Lumumba était vraiment plus aligné avec le communiste, qu'il ne l'a pas indiqué, ou d'autres disent qu'il l'était. Je sais qu'il l'a fait, je pense, demander d'abord de tous pour nous aider à mettre fin à la sécession dans la province du Katanga et nous avons refusé. Mais ensuite, les Soviétiques sont arrivés avec des camions de fournitures et des armes, etc. Ce qui tend à confirmer nos soupçons, selon lequel il était en quelque sorte plus aligné avec le communiste qu'il ne l'était pas avec n'importe qui d'autre. Mais pourriez-vous, et je suppose que l'autre chose qui m'est venue, j'étais à l'université qu'un simple étudiant de première année, mais je me souviens que la presse américaine semblait être beaucoup plus sympathique avec Moïse Tshombe et son mouvement sécessionniste qu'elle ne l'était avec Lumumba, essayant de maintenir ou de garder le pays uni. Mais est-ce que cela a joué dans notre approche de tout cela? Je suis d'accord avec vous que vous savez que c'était la perception, vous savez qu'il y avait une idée de neutralisme positif parmi les nouveaux pays qui sont décolonisés, qu'ils allaient prendre l'aide de tout le monde. Et Lumumba était probablement le premier chef qui s'était posé sur le terrain de l'anticommunisme, qui avait en fait son gouvernement et avait demandé 3000 soldats américains. Leur premier réflexe était de demander des troupes américaines et les États-Unis ont choisi de passer par l'ONU parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'excuses pour Lumumba, puis de demander des troupes soviétiques. Personne ne croyait que les soviétiques allaient vous fournir une énorme tri d'une force militaire ou pourraient fournir une force militaire aussi énorme à l'époque. Vous savez qu'il y avait une suspicion de Lumumba et que cela serait perçu comme les soviétiques ayant un degré d'influence plus élevé dans l'Afrique, alors que les nations africaines se décolonisaient. Mais comme je le dis, je pense que les savants qui l'ont regardé, qui ont compris Lumumba, et c'était très difficile. J'ai plaidé pour les républicains conservateurs comme Douglas Dillon, Berger Chrétien Deutsch, Eisenhower. Pour comprendre les gens comme Lumumba à bien des égards, c'était une très longue distance sociale. Un gars en colère qui a vécu sous le colonialisme belge se méfie de Belges tempérés, demandant que les Africains entrent et remplacent les Européens, vous savez, parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux Européens. Il y avait un plus grand degré de compréhension, au moins sous l'administration Kennedy. Donc, je pense que c'était un aspect, vous avez raison, qu'une grande partie de la presse, je pense, a joué à cela en ce qui concerne la sympathie pour les Katanga et en partie pour les gens de l'administration. On toujours dit que vous connaissiez Douglas Dillon, en particulier c'était le grand ami de la banque Wall Street. Nous pouvons toujours travailler avec le Katanga et il a des richesses et c'est, vous savez, un gouvernement très conservateur. Donc je pense qu'une partie de cela a bien joué dans la presse. Eh bien, les Soviétiques ont beaucoup profité de la création de l'université Patrice Lumumba, je crois à Moscou, qui a amené les Africains à être éduqués dans l'Union soviétique. Des pays non africains aussi, oui. On pose les questions, attendez les micros et identifiez-vous et votre affiliation. On commence ici avec Steven Scher. La réaction de la Maison-Blanche d'Eisenhower n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre en connaissant leurs antécédents avec le renversement du pont Mosa et Arbenz au Guatemala qu'ils ont eu. Ça aurait été un vrai départ pour eux pour ne pas continuer la même méthode, même si les résultats étaient plus violents que prévu. Et Kennedy même,
Shedi Yagan n'a pas été assassiné néanmoins essentiellement. À peine le président a-t-il fini de lui serrer la main. Puis il a dit à la CIA était clair de donner le feu vert pour empêcher son arrivée au pouvoir. Mais sur les implications actuelles, y a-t-il de vrais inconvénients? C'est une sorte de mascarade. Nous savons que nous prétendons superviser la CIA et ensuite nous sommes choqués lorsque ces choses se produisent. Mais ces schémas durent depuis des décennies et existe-t-il une réelle volonté populaire dans ce pays pour une surveillance efficace? Eh bien, je pense qu'il y a deux questions distinctes ici. L'une est la perspective de l'administration Eisenhower, et vous savez évidemment qu'ils étaient conservateurs. Maintenant, vous savez que c'était les Congo qui étaient un peu loin parce qu'il n'y avait pas de parti communiste, pas de cadre disciplinaire. Le plus des études sur la politique soviétique au Congo ont dit qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Ils étaient hésitants, ils se sont séparés après la mort de Lumumba. Ils n'ont pas vraiment été ses successeurs. Donc, je pense que c'est un peu différent de là où un cas comme avec notre Banz où il y a un parti politique au Guatemala et ainsi de suite. La plupart des points sont encore un autre cas où vous pouvez faire de distinctions. Mais je pense que la question de la responsabilité est celle que j'ai essayé de souligner et nous devrions vraiment discuter encore plus. J'aimerais entendre votre point de vue. Si nous avons un rôle important pour l'action secrète dans la politique étrangère américaine et que vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec cela, mais s'il y en a un, comment vous assurez-vous qu'une bureaucratie, le service clandestin de la CIA qui a besoin d'un certain degré de secret est responsable, surtout quand cela fonctionne de ces manières qui sont assez difficiles à identifier avec nous. Donc, je pense que vous savez, je pense que ce sont deux problèmes distincts et je suis d'accord avec vous que dans les deux cas, la politique fait défaut. On fait appel à Robert Baum, un de nos confrères et un africaniste. Oh, je suis désolé. Ah oui, allez-y. Merci, salut, je suis Elisabeth Schmidt. J'enseigne l'histoire africaine à l'université de Loyola, dans le Maryland. Et ce qui vient d'être dit sur les républicains conversateurs qui avaient leur lien avec Wall Street et les investissements et le Katanga était évidemment très riche en minerais et d'uranium, dont l'uranium qui a été utilisé pour les premières bombes atomiques, mais je me demande si vous pourriez peut-être parler un peu plus du lobby du Katanga au Congrès qui était très similaire au lobby de la Rhodésie qui a émergé plus tard. Il avait beaucoup de liens avec le sorte de Sud démocratique pro-ségrégationniste. Alors, merci bien. Eh bien, brièvement, sur le fait que je veux dire qu'il y avait en fait une fois rencontré les lobbyistes du Katanga qui m'a donné ces dossiers et un gars nommé Marvin Liebman qui est associé à la Revue nationale de type conservateur. Il était publiciste, il y avait des intérêts miniers et le gouvernement du Katanga qui avait embauché deux gars et il travaillait avec les sénateurs Dodd en particulier. C'est le Dodd senior, bien sûr. Père de ce Chris Dodd, Thomas Dodd, et il est devenu un croyant fanatique dans la Chambre et a retardé les décisions éventuelles des Nations Unies de faire enfin ce que Lumumba voulait qu'il fasse. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait 1 an et demi plus tard. Et ils l'ont fait en 1962 et c'était bien après la majorité afro-asiatique aux Nations Unies et avait forcé des résolutions plus fortes en partie à cause de la mort de Lumumba et la politique américaine changeait également. Donc il y avait un lobby efficace et je pense que ce qui s'est passé avec Douglas Dillon et des gens comme ça, même si j'ai essayé très fort de voir où leur intérêt économique particulier, bien sûr, son entreprise avait un peu d'intérêt là-bas, mais en fin de compte, cela a estimé que c'était essentiellement le type général de perspective idéologique de conservateurs par opposition aux libéraux, peut-être, qui était
très méfiants à l'égard de Lumumba parce qu'ils n'étaient pas tout simplement pas assez conservateurs. Ce n'était pas qu'ils avaient un intérêt économique particulier qu'ils essaieraient de protéger, alors que dans le cas du lobby du Katanga, mais je pense qu'il y avait des intérêts économiques particuliers qui aidaient à financer ces lobbies. Robert Baum du Centre Wilson, j'ai beaucoup apprécié votre discours. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose en tant qu'historien pendant que je vous écoutais. Il y a eu une tension que vous avez mentionnée, et je suis d'accord avec vous, entre le droit de l'homme et les questions de sécurité ou de sécurité nationale. Il y a eu une tension, je pense que dans l'histoire coloniale ou l'histoire impériale, c'est la tension entre la métropole et l'homme sur place qu'il y a dans beaucoup dans la période de la colonisation et de l'expansion européenne. Il y avait souvent des administrateurs locaux qui allaient bien au-delà de politiques établies à Londres ou à Paris, surtout quand ils étaient concernés à propos d'économiser de l'argent et des choses de ce genre. Et une grande partie de la colonisation de Britanniques en particulier a été faite par des populations locales dépassant leurs autorités. Et cela, je pense, s'applique également aux Français. Je me demande dans quelle mesure Devlin dépassait son autorité, qu'il était l'homme sur place qui en savait beaucoup sur la situation locale, mais avait une vision moins complète de l'image plus large qui aurait pu être disponible à l'anglais. Et comment la CIA essayait de gérer ça, l'expertise locale, et de la mettre au service d'une politique plus globale. Bien sûr, avec Larry Devlin, vous aviez une situation où il avait une expertise, mais il ne savait rien du Congo avant d'arriver là-bas, comme il le reconnaît dans son livre. Donc, il recrutait un soviétique russe à l'époque, des agents en Belgique pendant 3 ans, avant d'y aller, et probablement d'absorber un peu la perspective belge. Ma position à ce sujet est que vous devez faire 2 choses si vous voulez vraiment assurer la responsabilité. L'une est là, doit être une réorientation de la bureautique par le biais de la formation, par le biais d'incitation à la performance professionnelle, etc. Mais ce n'est pas seulement la formation, c'est que la bureaucratie récompensera les gens qui se conforment à cela ou punir les gens qui ne le feront pas. Ça doit être une réorientation. La deuxième chose est l'ancien conseil législatif de la CIA est d'accord avec cela. D'autres, vous devez avoir une surveillance indépendante vraiment efficace. Un bon exemple de cela, même si le rapport manque à bien des égards, c'est que l'étude péruvienne ou du bureau de l'inspecteur général n'est pas parfaite, mais il s'est vraiment mis dedans. Et il a vu qu'il a regardé toutes les bandes vidéo qu'ils ont interviewées, tous les gens de l'armée de l'air péruvienne aux États-Unis. Ils ont compris. Et si jamais nous connaissons le rapport complet qu'il a fait sur les détentions et les interrogatoires de 2001 à 2003, les détentions et interrogatoires américains, nous pourrions constater qu'il a également surmonté cela parce qu'il a visité le soi-disant site noir et tout. Alors, peut-être en s'appuyant sur l'inspecteur général semi-indépendant, nous avons eu une surveillance du Congrès, mais malheureusement, je veux dire qu'il me semble qu'il faut un engagement important du personnel et un engagement politique pour le faire. Et nous n'avons eu ni l'un ni l'autre de la part du Congrès, sauf sporadiquement. Évidemment, vous devez avoir un engagement politique quelque part où tout mécanisme que vous installez ne fonctionnera pas. Mais je pense que développer cet engagement politique et se concentrer dans cette direction est un important chemin à parcourir, surtout maintenant que ces choses sont. Ce n'est pas seulement périphérique à notre politique étrangère, c'est un thème majeur de notre politique étrangère, et c'est là dans le passé à cause des embarras majeurs à la politique étrangère des États-Unis. Ross Johnson, Wilson Center. Question spécifique pour un problème plus général, je suppose. La question spécifique à avoir Devlin, le Congo, je vais dire, je me souviens vaguement de ses mémoires où je pense à un moment donné, il est refusé des instructions sur ce qu'il faut empoisonner pour tuer directement. Quelle était sa ligne?
Ce dont je ne me souviens pas, c'est, je vais dire que vous faites remarquer ce qu'il avait comme connaissance, mais il ne l'a pas signalé. Je suis juste curieux de savoir si vous avez eu cette discussion avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? En fait, je l'ai eu 2 fois. Une fois lors d'une conférence du Centre Wilson, mais la première fois, je l'ai eu au téléphone. J'ai publié un article dans le Washington sur ces trucs en 2002 et je lui ai parlé. Il était en fait à Paris. Je lui ai parlé au téléphone et il écrivait ses mémoires pour son grand spectacle. Je me souviens pas du câble, vous savez, comme la plupart des gens que j'ai interviewés. Ils n'ont jamais lu le rapport du comité de l'Église. Vous savez, il ne se souvenait pas du câble dont je lui ai parlé et pourtant je ne me souviens pas avoir été prévenu à l'avance. Il a dit la même chose dans ses mémoires et il n'a rien dit au comité de l'Église. Le comité de l'Église a eu 2 audiences avec lui. À aucun moment maintenant le comité de l'Église, et c'est l'une des raisons sur leur échec. Le comité de l'Église n'a eu le câble qu'après avoir terminé ses audiences et être retourné au Congo parce qu'il travaillait maintenant pour une entreprise privée là-bas. Ils ont essayé de le rappeler, mais ensuite il a dit qu'il avait un problème cardiaque, mais ils n'ont pas reçu ces câbles après. Donc il ne s'est porté volontaire dans aucune des discussions qu'ils ont eues avec lui, qu'il avait la préscience. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il pourrait l'admettre parce que c'est devenu très surtout s'il devait être interrogé à ce sujet, parce que ça déchaînerait tout le problème du bien si tu avais donné une précision véridique. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de donner toute la vérité. C'est exact. Ce que je pense, et puis-je soulever mon problème général? Rapidement, avez-vous une deuxième? Rapidement, mais je vais dire que c'est un énorme problème. La responsabilité, il me semble que cela pose autant de problèmes que cela peut poser. Vous voulez que quelqu'un soit responsable de, le problème pose une sorte de tâche en premier lieu. Nous allons envoyer quelqu'un en Syrie pour être dans la terreur parce qu'il se passera des choses là-bas que nous ne voudrions pas que ça arrive ici. Je vais dire que ce sont des incompatibilités. Ne sont-ils pas un peu comme si vous connaissiez des informateurs de police? Nous devons avoir beaucoup de policiers informateurs, mais nous ne voulons pas qu'avec de bonnes personnes, aucune de ces mauvaises personnes. Donc cela ne va pas au-delà de la responsabilité, vraiment à la façon dont nous pensons à une sorte d'objectifs nationaux. Et vous savez que ce que nous sommes prêts à sacrifier, si vous voulez, pour utiliser ces mots pour certains objectifs, il me semble que cela va bien au-delà de la responsabilité. Je suis d'accord et mon argument est que le manque de responsabilité empêche cette discussion. Il empêche de déterminer où tirer l'équilibre. Et si nous n'allons pas là-bas et reconnaissons qu'il y a un problème et laissons simplement l'agence, cela va toujours peser un peu plus d'un côté de la balance que de l'autre. Prendre des décisions alors que nous repartons de cette considération nationale. Et puis quand quelqu'un sortira de la restitution comme cela s'est produit, et ensuite ils diront à l'histoire. Alors il y a une grosse gêne, une réaction, vous savez, la politique peut changer. C'est une sorte, une façon pêle-mêle de voir cette chose. Donc je suis entièrement d'accord avec vous que ce n'est pas la responsabilité, que c'est un instrument pour notre démocratie qui fait de bonnes politiques ou des politiques qui sont appropriées. John Prados. John Prados, Sécurité nationale des archives. Stéphane, je ne suis pas en désaccord avec aucun de vos commentaires, mais je vais soulever la question plus large du Congo. Vous avez commencé par dire que vous savez que l'incident de Lumumba avait une si grande importance et qu'il fait, cela a catalysé beaucoup de choses qui se sont produites, mais ce processus d'intervention s'est poursuivi sur plusieurs années à partir de 1960.
les États-Unis sont devenus progressivement plus impliqués dans la mesure où nous manipulons les Nations Unies et nous soutenions le secrétaire général sur deux côtés et nous faisons toutes ces choses diverses à l'intérieur du Congo et ensuite nous puissions les forces des Nations Unies au Congo pour finalement renverser les Katanga eux-mêmes. Alors voici ma question. Balancer ces deux choses pour nous, vous savez, si vous deviez juger le relatif de l'importance de Lumumba versus l'importance de toutes ces choses qui en ont découlé. C'est vrai, j'ai essayé, vous savez, de dire que je n'accroche pas du tout sur la mort de Lumumba, mais évidemment, c'est un peu comme, vous savez, vous dites bien, vous mettez Mossadegh et l'Iran, et puis plus tard, vous avez l'ayatollah et le renversement du Shah, et c'est tout parce que, surtout en Iran, plus tard, vous faites renverser les Shahs, parce que vous avez renversé la plupart de cela en Iran. Tout le monde vous blâme pour cela, évidemment, ce n'est pas la seule chose, c'est toutes les étapes successives qui se produisent après cela entre 1959 et l'Iran et 1979 où vous êtes. Vous savez, vous avez en quelque sorte avec le genre de Shah, orientation militaire, répression et ainsi de suite. Et donc, mais je pense que la mort de Lumumba, la raison pour laquelle c'était si important pour l'histoire du Congo, était qu'elle a vraiment déclenché cette violence qui était si intense dans les rébellions qui se sont produites contre le gouvernement dirigé par Mobutu, l'utilisation de mercenaires qui sont suivis. Alors, nous étions prêts à payer pour eux. Ils n'avaient pas à les faire, mais certainement, ils finirent des mercenaires blancs qui viendraient juste et tireraient sur tout le monde dans les zones tenues par les rebelles aujourd'hui. Ce seraient les gens du génocide diraient que cela a eu un effet si important sur une période de temps. Donc, tout au long de la période de fort soutien de la CIA à Mobutu, entre 1960 et 1961, que je pense que cela a aidé à former la tradition politique du Congo indépendant et beaucoup de la capacité que cela a en sorte créé la base de la tyrannie de Mobutu qui s'est finalement développée et je pense que cela a également créé un sentiment parmi les Congolais que j'ai rencontrés que vous savez que nous ne pouvons rien faire, nous dépendons des Congolais de l'Ouest habitués quand je travaillais pour le Congrès venaient plaider que nous devrions renverser Mobutu, pas eux. Et donc je pense que cela avait une longue durée en effet sur la tradition du Congrès. Je ne le ferai pas avec vous cependant dans la mesure où vous suggérez que les États-Unis auraient pu changer leur politique et vous empêcher de connaître certains de pires choses plus tard. Et peut-être que le Congo aurait semblé un peu différent si nous avions permis Mobutu, par exemple, pour être renversé en 1977-78 lorsqu'il a été interpellé par diverses forces, ou si nous avions facilité leur transfert vers la démocratie en 1992 et 1993. C'est que nous... Merci pour votre présentation. 5 garçons Fatimi du groupe de chartes d'Oxford et vous avez beaucoup écrit sur la responsabilité, d'autres articles et d'autres choses. Et mon intérêt est que quand ces deux rapports clés sur l'Iran et le Congo ont mis si longtemps à être publiés, ne dit pas aux gens qui sont censés pour être tenus responsables. Je pense qu'ils en ont rien. Comment tenez-vous les gens responsables lorsque ces deux rapports, une grande partie de ce que je devais dire sur l'Iran et les karmas ont déjà été publiés? Je pense que vous devez le faire, certainement, si le rapport sur le Congo est sorti en 2000. Je pense qu'une partie de ce que je dis, je m'y attendrai, parce que peut-être cela aurait été s'il y a eu un bon processus de déclassification. Et nous ne savons pas que nous devrons voir quels seront les résultats d'ici là. Peut-être que Hillary Clinton, lorsqu'elle est allée au Congo, aurait fait ce que le président Obama a presque fait avec l'Iran et a présenté des excuses
d'excuses, ou le président Clinton si c'était le cas plus tôt, mais certainement que c'est le genre de choses qui auraient pu se produire. Donc je pense que je suppose que j'ai examiné cela dans une sorte de contexte scientifique. J'ai dit, regardez comment pouvons-nous traiter ce problème alors que nous ne pouvons même pas regarder en arrière 50 ans. Nous ne pouvons même pas regarder en arrière comment nous traitons avec un Congo aujourd'hui et nous ne connaissons pas encore la pleine nature de l'opération de la CIA au Congo à partir des années 60. Alors, comment traitons-nous le passé? Regardez toutes les personnes au Congo, sauf une, qui sont les principaux dirigeants sont morts. Larry Devlin est mort. Certaines choses sont dans les dossiers publics du comité de l'Église. Quelle excuse y a-t-il pour ne pas tout dire là-bas? Pratiquement, il n'y a pas d'excuse. Et pourtant, c'est ainsi que cette partie importante de la diplomatie américaine. L'histoire, ce n'est pas seulement le Congo, mais tant d'autres pays qui sont traités. Un dernier exemple, vous avez les 5 études dont j'ai parlé, une action paramilitaire à laquelle j'ai fait référence dans le rapport final du comité de l'Église, mais n'avait jamais été publié. 5 études sur l'action militaire à un moment où l'action paramilitaire est actuellement très importante pour la CIA, et ces études n'ont jamais été publiées, donc nous ne pouvons pas en profiter. Il me semble juste, et ce sont tous... Nous avons le temps pour une question de plus, sinon Roger terminera avec toutes les remarques qu'il pourrait avoir et ensuite rejoignez-nous pour une réception. Juste, nous avons une question de plus, désolé, attendez le micro. Michael Pillsbury, département de la Défense ancien, membre du personnel républicain conservateur travaillant avec Steve dans une certaine mesure. Je voudrais demander à Steve s'il a vu 2 livres, ce qu'il en pense. L'un est de Madeleine Kalb, intitulé Le câble du Congo, dans lequel, selon elle, la CIA a déclassifié pour la première fois le câble opérationnel des stations à propos de tous ces événements dont vous avez mentionné aujourd'hui. Je ne comprends pas si vous le faites dans votre prochain livre ou vous pensez... je n'ai pas de livre qui doit apparaître à ce sujet, donc je ne peux pas le faire là-bas. La deuxième question est, avez-vous vu un nouveau livre par un pseudonyme Ishmael Jones appelé Le Facteur Humain? Il est un officier de cas de la CIA depuis 15 ans qui a démissionné et est allé informer Dianne Feinstein et le côté de la maison, ainsi de suite, sur les questions qu'il y a trop de responsabilités, et il donne exemple après exemple dans 300 pages sur la façon dont lui et ses collègues ont été handicapés, occasionnés, manque à échouer encore et encore à cause de problèmes de responsabilité. Il devait souvent rentrer chez lui à la CIA, fouiller le quartier général, demande qu'il avait faite pour voir une personne spécifique, juste pour une conversation initiale, trouvez-les dans la boîte de réception de l'une des nombreuses personnes responsables, le déterrer et même le signer lui-même ou demander à quelqu'un d'autre de le signer avant de pouvoir déjeuner avec une source étrangère. La plupart de son temps est au Moyen-Orient. La CIA n'a pas approuvé la publication de son livre. En fait, il a dit que vous ne pouvez pas publier ce livre et il l'a quand même publié sous un pseudonyme. Alors, avez-vous vu son livre? Ça s'appelle Le Facteur Humain parce que c'est vraiment l'autre côté de l'histoire et de votre position qu'il y a beaucoup trop de responsabilités maintenant. Eh bien, je vais certainement chercher le livre. Je pense que je l'ai vu parcourir dans une librairie. Les librairies disparaissent. Il est difficile de parcourir plus, mais je vais certainement le lire et voir son point de vue sur la chose. Cependant, aucun câble opérationnel, à ma connaissance, n'a été déclassifié. Sa source était le câble du département d'État et il a également cité certains de câbles du comité de l'Église. Le câble que j'ai pu consulter était ceux qui se trouvaient dans le boîte du comité de l'Église qu'ils avaient recueillis pour leur enquête, mais n'ont jamais été publiés, ont progressivement été examinés. Mais je chercherai le livre que vous avez mentionné. Roger, le dernier mot. Juste le dernier mot, c'est qu'on espère que tout le monde poursuivra la conversation autour d'un verre de vin. Merci.